les années SIDA, Frédéric et Valentine, une fin de siècle apaisée. 1998-1999. À son retour de Rouen, dès qu'il en avait eu l'occasion, Christopher avait confronté son ex en public, dans le bar où elle avait traité Virginie de salope. Amanda s'était mise en colère, révélant toute l'étendue de son machiavélisme et son véritable visage, passant du visage doux et affable qu'elle montrait généralement aux autres à une crise d'hystérie violente. Christopher mesura à quel point il s'était fourvoyé en pensant qu'une rupture à l'amiable avec elle était possible. Il avait de toute façon pris une grande décision. Il refusait que celle qu'il aimait soit confrontée chaque week-end avec cette furie, et il ne voulait pas non plus qu'elle sacrifie son projet de double diplôme. Il l'avait donc poussée à renoncer à intégrer un des 2 établissements de l'Oregon qu'elle avait visés pour son master. Il la suivrait en Californie, où il effectuerait sa residency, au moins jusqu'à la fin des études de la jeune Française. En décembre, Jason et Kelly étaient venus avec Chris pour toutes les vacances. Kathleen et Justin avaient pu dégager une semaine pour fêter Noël en France avant de repartir pour leur travail. Ils avaient tous été accueillis dans la propriété des grands-parents de Virginie. Les amoureux avaient ensuite été de nouveau séparés pendant le mois de janvier avant de se retrouver ensemble à Portland au début février, lorsque Virginie était venue pour son stage de fin de premier cycle chez BASF Catalyst. Le dimanche 28 juin 1998 avait commencé la 12e conférence mondiale sur le sida à Genève. Après un rassemblement devant le bâtiment des Nations Unies pour réclamer l'accès aux soins et au traitement du sida dans les pays en voie de développement, 40 activistes d'ACT UP avaient interrompu la cérémonie d'ouverture afin que les personnes de ces pays touchés par le virus puissent enfin parler en leur propre nom. Désiré Nda, le président d'une association de lutte contre le sida à Abidjan, avait pris la parole et avait dénoncé l'absence de volonté politique, d'engagement matériel et financier concret et exigé une coordination des efforts politiques et financiers et non la mise en scène d'une solidarité factice. L'annonce faite pendant la conférence d'Abidjan de plusieurs initiatives d'accès aux soins et aux traitements était en effet restée lettre morte. Dans la foulée, un membre de l'association de migrants contre le sida avait dénoncé l'expulsion d'un Congolais séropositif, séjournant en Suisse, et donc frappé ainsi d'une double peine. Les militants d'ACT UP avaient alors interpellé le ministre de l'Intérieur, des Affaires sociales et de la Santé suisse au cri de « Shame, shame ». Les Hachrais étaient bien sûr présents à cette conférence proche de chez eux, et les problèmes soulevés par ACT UP étaient l'objet de beaucoup de discussions entre Frédéric et Valentine. Personne parmi les décideurs politiques et ceux qui pourraient fournir de l'argent ne semble vouloir lever le petit doigt pour favoriser l'accès aux soins et aux traitements dans les pays en voie de développement, s'exclama Valentine. C'est vrai que les bailleurs de fonds ne parlent que de prévention comme seule priorité, par souci d'économie, précisa Frédéric. Ils n'ont pas l'air de comprendre que sans accès aux soins et aux traitements, une prévention véritablement efficace est impossible. Non seulement ils refusent d'engager les moyens financiers nécessaires pour réellement prendre en charge les personnes atteintes, mais ils refusent aussi de prendre en compte les conséquences économiques de l'épidémie au niveau local et national. C'est désolant, argua Valentine. Le Fonds de solidarité thérapeutique international est toujours vide et aucun soutien financier au programme d'accès et au traitement de l'ONU-SIDA n'a été annoncé. Il n'y a aucune proposition. Si ça continue, le sida sera considéré comme une maladie exotique, spécifique aux pays en développement, et la Banque mondiale et l'Europe, comme tous les décideurs politiques et les autres bailleurs, seront responsables des conséquences. Elle était en colère. D'autant qu'hypocritement, le slogan de cette conférence était « Réduire l'écart ». Cette thématique avait selon elle surtout servi à passer sous silence les problèmes du moment au Nord. Frédéric était en accord avec sa femme. Ils avaient depuis toujours partagé les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations. Quand je pense que lors de la cérémonie d'ouverture, ils ont proclamé que l'épidémie était contrôlée dans l'hémisphère nord, dit-il, et les effets secondaires des traitements avec les contraintes énormes imposées aux patients, les résistances, l'absence d'alternatives et les échappements thérapeutiques, on n'en parle pas de ça. C'est ce qu'ils appellent un contrôle de l'épidémie. Ils vivaient tous les deux au quotidien, au contact des malades qui devaient ingurgiter de nombreux comprimés à prendre à heures régulières,
des traitements qui entraînaient des troubles digestifs, des céphalées, de la fatigue et bien d'autres effets secondaires, sans compter ceux qui allaient certainement apparaître à l'usage à long terme. Tous deux étaient pourtant conscients de la chance d'exercer dans un pays où les malades pouvaient être pris en charge à 100% par la sécurité sociale depuis 1993 pour cette maladie devenue à déclaration obligatoire depuis l'année précédente. Oser parler de contrôle de l'épidémie alors que des minorités sont exclues de l'accès aux soins et aux traitements par des lois répressives, ça me dépasse, explosa Valentine. Des immigrés meurent parce que les frontières leur sont fermées par les gouvernements du Nord. Des usagers de drogue meurent parce qu'ils sont marginalisés par des lois prohibitionnistes et meurtrières. Pourtant, durant cette conférence, on a seulement entendu parler de réduction des risques. C'est important, certes, mais on refuse de remettre en cause les cadres législatifs et leurs conséquences. Frédéric hocha la tête en signe d'assentiment. Ce qui m'inquiète aussi, argua-t-il, c'est la recrudescence de discrimination à l'égard des personnes atteintes. Et que dis-je, discrimination? Ça va jusqu'à la persécution. Il existe une loi suisse qui autorise l'État à incarcérer les personnes infectées soupçonnées d'avoir transmis le virus. Je ne sais pas si tu as entendu cette journaliste italienne qui parlait des personnes atteintes comme d'une armée de contaminateurs. Belle régression, en effet, ironisa Valentine. Dans ces conditions, l'écart n'a certainement pas été réduit, et l'espoir d'une prochaine conférence plus constructive est compromis. Surtout si les laboratoires pharmaceutiques refusent de réduire les tarifs de leurs produits, dans le cadre du programme pilote d'accès au traitement dans les pays en développement. Je te vois venir, chérie, tu penses à Merck? C'est quand même le seul laboratoire à avoir donné une réponse négative. Ce refus témoigne de la cupidité des laboratoires Merck. Cette conférence avait été en effet l'occasion de vérifier l'attitude parfois arrogante des laboratoires pharmaceutiques. Ils avaient rivalisé dans la débauche de moyens pour avoir de plus beaux stands d'exposition. Mais ils avaient été très avares de renseignements sur les effets secondaires de leurs médicaments. Tu n'as pas été surpris par le nombre de résultats d'essais présentant encore des données avec des mesures de charge virale à 500 copies, alors que l'efficacité d'un traitement, surtout s'il s'agit d'un traitement initial, se mesure dans sa capacité de réduire la charge virale à moins de 50, voire 20 copies? Oh que si, soupira Frédéric. Mais ce qui me gêne aussi, c'est que certains labos négligent le vécu des malades et de leur entourage. Rien que l'exemple d'Abbott est parlant. Ce laboratoire n'a pas cru bon de rencontrer les associations pour faire le point à propos du problème de fabrication de l'antiprotéase Norvir. Et que dire du problème des effets secondaires des antiprotéases, et notamment sur le métabolisme des graisses, qui perturbe très concrètement la vie quotidienne des patients, et peut même compromettre la compliance. Un seul laboratoire sur 3 invité a daigné se déplacer pour informer les associations de malades. Le couple était en Suisse depuis le 28 juin, et y avait donc fêté son anniversaire de mariage. Les enfants étaient en vacances avec leurs grands-parents paternels. Frédéric et Valentine s'étaient donc octroyés une escapade de quelques jours au bord du lac de Garde, puis sur l'île de Giglio, un petit joyau de la Maremme en Toscane, avec des plages parmi les plus belles d'Italie et peut-être l'eau de mer la plus claire. Avec son petit village médiéval sur la colline, cette île était parfaite pour leur escapade romantique. Ils avaient ensuite rejoint leurs enfants que leurs grands-parents paternels avaient emmenés en Corse. Mélanie et Julien repartiraient avec leurs grands-parents maternels en Bavière, avec Rudi et Philippe. Ils étaient retournés en Allemagne à l'automne pour aller voir les Mayer à Hambourg. Ils étaient toujours en relation depuis 1993 et avaient fait connaissance de leur fille Anneliese, de leur gendre Franz Kaltz et de leurs petits-fils Ulrich et Markus, qui avaient respectivement 1 an de plus et 2 ans de moins que Mélanie. Pendant ce temps, Virginie et Christopher s'apprêtaient à prendre un nouveau départ en Californie. Victoire et Nicolas avaient rejoint leur fille à Sandy au début de juillet. Il s'agissait pour le jeune couple de trouver un appartement quelque part entre San Marcos et San Diego, où Chris ferait l'équivalent de son internat en médecine interne dans le parcours de médecine catégorielle. Ils avaient trouvé un petit appartement avec 2 chambres dans une résidence avec piscine à Escondido, à 10 minutes en voiture de l'université de San Marcos et 1 demi-heure de celle de San Diego. Les loyers y étaient moins élevés qu'à proximité de l'océan et de San Diego. Ils avaient eu, en outre, un coup de cœur pour cette ville, mélange de charme du Far West, d'arts et de culture, mais aussi de délices culinaires.
S'y trouvait le parc safari du zoo de San Diego, le Centre californien des arts et le parc historique d'État du champ de bataille de San Pasqual. Christopher ne serait pas trop dépaysé. Comme dans l'Oregon, des domaines viticoles locaux produisaient des vins primés et des brasseries fabriquaient des bières artisanales. Les vergers d'orangers, de citronniers et d'avocats indiquaient en revanche un climat plus chaud. Pour les amateurs de plein air qu'étaient les deux amoureux, Escondido offrait de nombreuses possibilités. Des sentiers de randonnée et de vélo, aux lacs de pêche et de navigation, en passant par les terrains de golf et les parcs. Christopher savait déjà qu'il effectuerait ses stages hospitaliers sur 3 sites. UC San Diego Medical Center à Hillcrest, le VA San Diego Healthcare System et UC San Diego Medical Center à La Jolla. Il serait l'un des 36 internes en première année de residency, dont seuls 9 étaient de Californie, majoritairement de San Diego. Tous les autres, à l'instar de Chris, venaient d'autres États. Le jeune médecin savait que ce serait en revanche plus compliqué pour Virginie, qui allait se retrouver seule, loin de son pays, de sa famille et de ses amis. Mais elle était boostée par son amour pour lui. Tout lui semblait possible avec lui à ses côtés. Le programme qu'elle allait suivre pendant 2 ans intégrait des cours scientifiques avancés à un enseignement pratique des affaires pour se destiner à des rôles de leadership dans l'industrie de la biotechnologie. En stage, elle allait pouvoir collaborer avec des entreprises de biotechnologie de premier plan. Et elle se voyait bien biotechnologue en environnement, car elle était particulièrement intéressée par la biodépollution, l'amélioration des plantes et la biotechnologie des champignons et des bactéries. Les étudiants en Master of Biotech étaient généralement invités à venir sur le campus 4 soirs par semaine pour les cours. Virginie pouvait donc avoir une activité professionnelle pour compléter le salaire de Christopher. Elle avait été recrutée chez Biosense Neurocrine à San Diego, comme assistante d'une scientifique en chimie médicinale, avec un salaire équivalent à celui de Chris comme interne. Il avait fallu meubler leur appartement et investir dans une voiture pour Virginie. Les parents et grands-parents de la jeune fille avaient voulu participer à ces achats. Et dès la seconde semaine de juillet, le couple avait déjà aménagé son tout nouveau nid d'amour avec l'aide de Victoire et Nicolas. Ils avaient eu la surprise à cette période de pouvoir fêter le 14 juillet à San Diego. En effet, l'Alliance française de San Diego et French American Chamber of Commerce organisaient chaque année son Bastille Day. Virginie adhéra d'ailleurs rapidement comme bénévole à l'Alliance française, une manière pour elle de rester connectée à son pays. Christopher fut moins inquiet pour son intégration si elle pouvait rencontrer des francophones et parler sa langue régulièrement. Il faisait de son côté beaucoup d'efforts pour parler français un peu chaque jour avec elle. Ils avaient profité que les parents de Virginie étaient là pour faire leur pendaison de crémaillère, la housewarming party. Les parents de Christopher, Jason et Kelly, étaient évidemment présents, ainsi que 3 amis proches du jeune homme. Ce fut aussi l'occasion pour le jeune couple de faire plus ample connaissance avec leurs voisins dans la résidence. Tous leur avaient amené des cadeaux qui allaient du linge de maison au sous-vert en passant par la plante verte. Victoire avait offert un livre de cuisine française à sa fille, comme un clin d'œil à la gastronomie de son pays, et avait anticipé la fête en faisant venir du champagne de France. Valentine lui avait aussi confié des CD des derniers titres sortis en France. Les Américains se retrouvèrent donc à danser sur des titres européens comme Dreams des Corrs, Life is a Flower du groupe suédois Ace of Base, le remix de You're My Heart, You're My Soul 98 du groupe allemand Modern Talking ou le tube de l'été en France du groupe franco-algérien Nomads Yakalelo, sans oublier Simarik de Tarkan sur lequel Virginie dansa un mélange de hip-hop et de danse orientale. La jeune Française continua d'ailleurs à danser du hip-hop sur Life de Desiree, sur Together de Janet Jackson ou encore Ain't That Just the Way de Latricia McNeil, en entraînant Kelly dans son délire avant d'improviser de la salsa en solo sur Save Tonight d'Eagle Eye Cherry. Elle réussit enfin à faire danser Christopher sur le duo d'Eros Ramazzotti et Tina Turner, Cose della Vita. Elle ne le lâcha pas sur un autre duo très révélateur de ses sentiments, I Want to Spend My Lifetime Loving You de Tina Arena et Marc Anthony, qui venait de sortir. Son compagnon se laissa emporter par l'émotion quand elle se blottit contre lui pour danser sur Je t'aime de Lara Fabian. Il maîtrisait désormais suffisamment le français
pour en comprendre toute la signification. Il ne put se retenir de l'embrasser longuement pendant la chanson. Les événements de la fin de l'année précédente faisaient partie du passé. Durant les brèves périodes où ils avaient été séparés en décembre jusqu'aux fêtes de fin d'année, puis en janvier, après ces mêmes fêtes, il n'avait plus été question de s'autoriser à craquer pour quelqu'un d'autre, sous prétexte de leur éloignement géographique. Ils s'étaient promis d'être fidèles l'un envers l'autre et de se marier dès que leur situation le permettrait. Désormais, ils n'allaient plus se quitter. Ils envisageaient sérieusement de se marier et le feraient en France dès l'année suivante. Virginie était arrivée aux États-Unis avec un visa étudiant. Toutefois, elle avait eu l'opportunité de prendre part à un Optional Training Program, un programme qui permettait de travailler temporairement dans un domaine en rapport avec ses études. Étant donné qu'elle étudiait dans le domaine de l'ingénierie, considéré comme STEM Field, son cas bénéficiait de règles spécifiques et d'avantages liés à son Optional Training Program. Même si son employeur actuel ne lui offrait pas un travail par la suite, elle avait la possibilité de rester aux États-Unis pour une plus longue période de temps après ses études. Elle pourrait ainsi acquérir de l'expérience et contacter d'autres employeurs potentiels qui pourraient la sponsoriser pour un visa H-1B. Elle pourrait par la suite déposer une demande de Green Card grâce à son emploi. Après avoir été en possession de ce visa H-1B pendant une certaine période de temps, elle pourrait changer son statut de non-immigrant vers celui d'immigrant en possession d'une Green Card grâce à son employeur. Les amoureux s'étaient donc déjà bien renseignés. Ils avaient ainsi appris que généralement l'épouse d'un citoyen américain possédant une Green Card était éligible à la naturalisation après une période de temps inférieure à celle nécessaire pour les autres demandeurs. Si elle obtenait une Green Card avant de se marier, il lui suffirait d'avoir épousé Chris depuis au moins 3 ans, et bien sûr toujours mariée, pour être immédiatement éligible à l'acquisition de la citoyenneté américaine au lieu d'attendre encore 5 ans. Pour autant, elle souhaitait conserver sa nationalité française. Et le jour où ils auraient un ou des enfants, ils auraient les 2 nationalités. Malgré sa jeunesse, Virginie montrait qu'elle avait la tête sur les épaules. Elle était profondément amoureuse et ne voulait plus courir le risque d'être éloignée de Christopher, et surtout pas via l'expulsion du territoire américain. Virginie et Christopher avaient annoncé leur décision de se marier à leurs parents respectifs. Victoire et Nicolas, tout comme Kathleen et Justin, les trouvaient encore un peu jeunes. Chris n'avait que 24 ans et Virginie venait d'en avoir 20. Toutefois, ils se laissèrent convaincre. L'organisation du mariage reposerait beaucoup sur les parents de Virginie, ce qui n'était pas pour déplaire à Victoire qui aimait les défis. Elle savait qu'elle allait pouvoir compter sur Valentine et Frédéric. Le mariage ne pourrait avoir lieu que pendant les 4 semaines de vacances du couple et a priori en juillet 1999. Valentine et Victoire avaient pris les choses en main. Le lieu était trouvé depuis le mois de novembre, quand le couple avait confirmé vouloir se marier en juillet. Un château situé à 20 km de Caen, dont les granges étaient mises à disposition pour les réceptions de mariage, avec un espace pour danser. Le château avait été privatisé pour eux, avec ses 5 chambres d'hôtes et 3 gîtes annexés au château pour les invités, et le beau parc aménagé pouvait servir d'écrin pour le vin d'honneur. Un parking privé, un court de tennis et une piscine extérieure étaient également à leur disposition, tout comme le jardin anglais clos. La date de disponibilité de ce lieu avait déterminé la date du mariage, le 10 juillet. Le traiteur avait aussi été retenu dans la foulée. La mère et la tante de la mariée étaient en relation permanente avec Virginie et Kathleen. La seule chose dont les mariés avaient à se préoccuper était l'aspect administratif, ce qui n'était pas le moindre, la robe de mariée et le costume du marié. Les garçons d'honneur étaient tous aux États-Unis, donc ils verraient directement avec les mariés. Ce serait plus compliqué pour les demoiselles d'honneur. Virginie avait choisi un modèle de robe dessiné par une amie styliste française installée à San Diego, qu'elle avait connue via l'Alliance française, et qui avait suivi sa formation à l'Institut français de la mode à Paris. La styliste Élodie avait pris ses mesures, réalisé la toile à patron, choisi les matières et fait toutes les retouches nécessaires jusqu'au dernier moment. Les matières choisies avaient été commandées en France pour la dentelle de Calais et en Italie pour le crêpe en verre satin de soie. En ce qui concernait les demoiselles d'honneur, 2 étaient aux États-Unis, la nouvelle amie styliste de Virginie et Kelly, 2 autres en France, Laetitia et Alexandra.
Élodie avait dessiné des modèles simples de robes longues allant à toutes les silhouettes de forme trapèze avec un haut de forme cache-cœur, décolleté en V devant et au dos, et une jupe fendue sur le côté avec un effet de plissé. Elle avait réalisé le patron pour les Françaises avec les mesures que celle-ci lui avait communiquées et leur avait recommandé un atelier de couture à Paris. Elle leur avait fait parvenir le satin duchesse fuchsia en même temps que le patron. Quant à Kelly, elle était venue sur place 3 fois. Valentine avait géré pour la robe de Mélanie, dont le modèle comportait un rappel de la robe de mariée, avec un haut recouvert de dentelle de Calais, fuchsia, mais à manches courtes, avec un nœud à la taille. Tout le reste, menu, fleurs, décoration, location de voiture, animation, choix de musique, etc., était proposé par Victoire et Valentine et déterminé à distance par les principaux intéressés, les mariés. À Rouen, les Acheret passaient une grande partie de leur vie à l'hôpital. Depuis presque 14 ans, ils partageaient tout. Toujours aussi épris l'un de l'autre, ils étaient toujours sur la même longueur d'onde. Ce mardi 4 mai, Valentine s'était rendue à l'IFSI pour donner un cours de soins infirmiers sur la prise en charge des patients porteurs du VIH auprès des étudiants de première année. Elle venait de sortir et rentrer chez elle à pied. Elle marchait d'un bon pas quand elle se retrouva nez à nez avec François Vasse. « François, je savais que tu étais rentré d'Angleterre depuis un moment, mais ce n'est pas à cet endroit que j'aurais pensé te croiser, dit-elle en l'embrassant. Tu vas bien ? On ne peut mieux, mais tu sais, c'est logique que tu me rencontres ici. J'habite à 100 mètres, rue de Leca. Et toi, ta petite famille ? Tout le monde va bien. Nous sommes assez occupés en ce moment avec les préparatifs du mariage de Virginie. Virginie se marie ? Avec Chris ? Oui, tout s'est arrangé, depuis que toi et Virginie, vous étiez consolés l'un l'autre. François baissa la tête, un peu penaud. Je plaisante, François. Virginie nous a tout raconté, et aussi que tu lui avais dit que c'était une erreur, et qu'elle devait s'expliquer avec Chris. Ce qu'elle avait fait d'ailleurs, et elle lui a tout dit. C'est du passé maintenant. Ils vivent tous les deux à San Diego, très loin de l'ex de Chris, qui avait tout inventé. Et toi, toujours en solo ? Eh bien non. J'ai fini par trouver ma perle rare. Enfin, tout arrive. Et cette perle rare s'appelle Éléonore. Éléonore Ducé. Valentine le regarda fixement, puis éclata de rire. François la regardait rire, imperturbable. Je sais pourquoi tu ris. C'était d'elle dont tu m'avais parlé il y a 4 ans. Et quand et comment vous êtes-vous enfin rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés le 30 mars dernier, alors qu'elle venait se présenter dans le service où elle avait postulé. Le coup de foudre immédiat, tous les deux. Ça me rappelle quelqu'un, mais c'était Frédéric qui venait se présenter. Mais j'ai mis du temps avant de céder à ce que je ressentais, car je l'ai rencontré au mauvais moment. Valentine le regardait interloquée. Pourquoi ? Je dois partir prochainement en mission avec Médecins sans frontières, et je ne voulais pas l'obliger à m'attendre. Alors je ne lui ai rien dit, et je l'ai repoussée alors que tout en elle m'attirait, et que nous avions envie l'un de l'autre. Je l'ai même poussée dans les bras d'un autre. Bon sang, François, pourquoi ne pas lui avoir dit tout simplement ? Je sais, c'était très con. Elle m'a pris au mot pour me faire réagir. Valentine sourit, se rappelant les hésitations de Frédéric. Et alors, demanda-t-elle, tu as réagi ? J'étais fou de jalousie, alors je l'espionnais. Ça m'a permis de l'attirer d'un mauvais pas avec Castin. Castin ? Le chir vasculaire ? C'est dans les bras de ce coureur de jupons que tu l'as envoyé ? François baissa la tête, comme pris en faute. Il raconta à Virginie comment il avait fini par dire à Éléonore qu'il était amoureux d'elle. Et cette fois, tu lui as dit que tu allais partir en mission ? Non, toujours pas, je n'y arrivais pas. Je ne l'avais toujours pas touché non plus. Valentine poussa un énorme soupir en le regardant. Décidément, vous avez joué à cache-cache combien de temps comme ça ? Il éluda la question et poursuivit. Il raconta le retour de Julia, la jalousie d'Éléonore, la dispute et les quiproquos qui avaient suivi, jusqu'au soir où de nouveau François avait secouru sa belle. Ce soir-là, je suis restée avec elle, et c'est là que nous avons enfin fait l'amour. Eh bien, de ta part, attendre si longtemps, c'était plutôt inhabituel. Mais Éléonore est quelqu'un d'exceptionnel.
Et je suis son premier amour. Son premier amour, mais pas son premier mec, s'exclama Valentine avec un sourire. Si, j'étais le tout premier, confirma-t-il, et dès le lendemain nous emménagions ensemble. Valentine en resta abasourdie. Tu as quand même fini par lui parler de ta mission. Oui, et je lui ai demandé de m'épouser il y a 2 semaines, après une seule journée de vie commune. Je veux qu'elle soit à l'abri du besoin s'il m'arrivait quelque chose, ou si jamais elle se retrouvait enceinte avant mon départ. Ah, parce que vous voulez en plus mettre un bébé en route ? François sourit devant la réaction de Valentine. Elle n'y prit pas spécialement garde. Et donc, ce mariage, c'est pour quand ? Dans 1 mois, le 5 juin. Eh bien, moi qui croyais que Frédéric avait été rapide en besogne, il est battu. De peu, mais il est battu. Je savais que vous aviez beaucoup en commun, mais à ce point. Pourquoi ? Il a mis 3 mois à m'avouer qu'il était amoureux alors que nous avions eu un coup de foudre dès le premier jour. Toi, tu en as mis à peine 1. Mais, comme toi avec Éléonore, aussitôt notre première nuit ensemble, nous avons emménagé ensemble chez lui. Là aussi, nous avons emménagé chez moi, et elle était la première femme que j'amenais dans mon appartement, réagit François. Toi, tu fais ta demande en mariage dès le lendemain. Frédéric a attendu 2 semaines, mais uniquement parce que j'avais exigé ce délai. Et le mariage a eu lieu 1 mois et demi après. Pour vous, ce sera 1 mois. Pas simple pour organiser un mariage. Ce ne sera qu'un mariage civil dans un premier temps. Nous nous marierons religieusement quand je serai revenu de mission. Tu dois y rester combien de temps ? En principe, ce sont des missions de 6 mois. 6 mois séparés, pensa Valentine. Et moi qui ne tiens pas 3 jours loin de Fred, comment vont-ils faire ? Ceci dit, Virginie l'a fait pendant 2 ans. Ce serait bien que vous passiez dîner à la maison un de ces soirs. Je serais ravie de revoir Éléonore. Il faut que je voie avec elle en fonction de son planning et du mien. Je te tiens au courant. Il l'embrassa sur chaque joue et repartit en direction de la rue de Leucas. Lorsque Frédéric rentra à la maison ce soir-là, elle lui apprit que François avait rencontré la femme de sa vie. « Je parie que c'est cette étudiante qui était venue dans notre service. » « Gagné. Tu avais raison quand tu lui avais dit que sa perle rare existait. Et leur rencontre s'est produite comme je lui avais dit, au moment où il s'y attendait le moins, et même le pire pour lui. » Frédéric la regarda très étonné, et elle lui relata sa conversation avec François. Le chef de clinique rappela 1 semaine plus tard, et ils arrêtèrent la date du jeudi 20 mai pour le dîner. Lorsque le jeune chef de clinique arriva avec sa fiancée ce soir-là, l'évidence frappa immédiatement Frédéric et Valentine. Ces 2-là étaient faits l'un pour l'autre. Les regards éperdus d'amour qu'ils échangeaient en permanence, leurs doigts entrelacés leur rappelaient bien des souvenirs. D'ailleurs, pendant qu'ils buvaient un apéritif tous les 4, ils se rendirent compte qu'ils avaient adopté à peu de choses près les mêmes attitudes. Qui plus est, les 2 femmes étaient aussi blondes l'une que l'autre, avaient toutes les 2 les yeux verts et avaient la même silhouette de danseuse. Éléonore était juste 3 ou 4 centimètres plus grande que Valentine. Les 2 hommes étaient en revanche de la même taille, avec les mêmes yeux bleus magnétiques. Leurs cheveux étaient blonds, mais François les avait légèrement plus foncés et ondulés, quand ceux de Frédéric étaient toujours un peu rebelles. Un autre signe les distinguait. Les lobes des oreilles de François étaient attachés, alors que ceux de Frédéric étaient détachés. Les 2 couples avaient beaucoup de thèmes de discussion communs et avaient les mêmes valeurs. La soirée fut donc très détendue. « Et vous êtes les bienvenus à notre mariage » s'exclama François. « Nous serons peu nombreux et ce sera une cérémonie sans prétention. » Valentine regarda Frédéric en souriant. Ils n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre. « Nous viendrons avec joie à la cérémonie au vin d'honneur, et ensuite nous nous éclipserons pour vous laisser en famille, annonça Frédéric. « Au fait, François, ajouta Valentine, quand j'ai annoncé à Virginie et à Chris que tu te mariais début juin, ils m'ont dit de vous féliciter tous les 2. Ils seraient ravis que vous veniez à la cérémonie au vin d'honneur du leur, le 10 juillet. Ils se marient à Caen. » Le jeune médecin parut surpris de cette invitation et sembla hésiter. Valentine le fixait et attendait sa réponse. « Ce sera avec joie, à moins que je ne sois appelée d'ici là pour partir en mission, probablement au Kosovo, vu les événements. » Puis il se tourna vers Éléonore qui, à ses côtés, le dévorait des yeux, et s'était troublée à l'évocation de la fameuse mission.
Si c'est le cas, tu pourras y aller seule, mon amour. Tu devras vivre normalement et continuer à voir du monde. La jeune femme approuva avec un sourire triste et se blottit contre lui. Valentine crut bon d'intervenir. Déjà, avant le mariage de Virginie, il y a notre anniversaire de mariage. Tu y es invité, comme d'habitude, François, et cette fois avec Éléonore. Et ça, ce n'est pas négociable. C'est normalement le 29 juin, mais comme ça tombe en semaine, nous le fêterons le samedi 3 juillet. Ça fera une occasion pour Éléonore de faire connaissance avec une partie des gens qui seront présents à Caen. Tu as de la chance. Nous revenons de voyage de noces le 21, répondit François. Vous partez où, si ce n'est pas indiscret? À Ischia, où vit la famille de ma mère. Valentine fut étonnée d'apprendre que François était à demi italien. L'Italie fut un autre sujet de discussion jusqu'à la fin de la soirée. Les Hacheret assistèrent bien au mariage de François et Éléonore à l'hôtel de ville de Rouen, ce qui leur rappela le leur. La mariée était éblouissante dans une robe toute simple mais élégante. Son seul luxe était les bijoux qu'elle portait. Des bijoux de famille apparemment. Tout l'amour que ressentaient les mariés s'exprimait dans leurs yeux à tous deux. Ils étaient aussi beaux l'un que l'autre. « J'ai l'impression de te voir le jour de notre mariage, mon amour, dit Frédéric à sa femme. Ils sont aussi amoureux que nous l'étions, et nous le sommes toujours. Ce qui est drôle, c'est que le meilleur ami d'Éléonore est aussi un danseur, comme moi avec Rudy, et qu'il est aussi son frère adoptif. D'ailleurs, elle m'a confié qu'il était gai, comme Rudy. » Ils allèrent au vin d'honneur qui avait lieu dans la campagne au nord de Rouen, et laissèrent ensuite les jeunes mariés avec leurs familles et leurs amis proches, après les avoir félicités une nouvelle fois. Mais le 3 juillet, c'est seul qu'Éléonore vint à l'anniversaire de mariage de Frédéric et Valentine. François était parti au Kosovo depuis le 28 juin. Valentine la serra longuement dans ses bras. « Tu as des nouvelles ?» demanda-t-elle à la jeune mariée. « Oui, il va bien. Il est logé avec les autres membres de MSF à Mitrovica. Dans un premier temps, il va s'occuper d'équipes mobiles dans plusieurs villes et évaluer les besoins, et bien sûr évaluer aussi les besoins de l'hôpital de Mitrovica. Tu tiens le coup? Pour l'instant, ça va. Je vais être pas mal occupée avec l'Armada car j'ai été sollicitée pour des démos de tango argentin avec mon ami Steph sur le Libertad et aussi pour 2 showcases au Tropicana. Donc, dès que je ne suis pas dans le service, je suis en répétition. Je suis bien entourée par mes amis. D'ailleurs, merci de m'accueillir ce soir. Valentine lui présenta les personnes présentes, en commençant par Victoire et Nicolas, les parents de la future mariée. La jeune femme n'était pas totalement perdue, puisque les amis du couple étaient des médecins du CHU qu'elle connaissait au moins de nom. Quand son hôte lui présenta ses beaux-parents et ses beaux-parents, puis enfin Rudy et Philippe, qui étaient en train de discuter avec eux, le meilleur ami de Valentine écarquilla les yeux en voyant Éléonore. « Et Éléonore Ducé, ici ?» Décidément, c'est le lieu de rendez-vous des anciens du conservatoire de Rouen. J'ai suivi ta carrière. Dommage que tu aies arrêté si vite. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une prodige de la danse comme toi. C'est du passé. Je danse toujours, mais en amateur, comme Valentine. Étienne Hacheret avait prêté l'oreille quand Rudy s'était adressé à la jeune femme. « Excusez-moi, je n'ai pas rêvé. Rudy vous a bien appelé Éléonore Ducé ?»« C'est exact. C'est mon nom de jeune fille. J'ai connu un Ducé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était officier sur le Terrible. »« C'était mon grand-père, répondit la jeune femme. Les Ducé sont officiers de marine de père en fils depuis plusieurs générations. Mon grand-père a fini sa carrière comme capitaine de frégate, mon père aussi d'ailleurs. Si je ne me trompe, votre grand-père a reçu la Légion d'honneur dans les années 50 ? Oui, en 1953. Frédéric, qui comme à son habitude se tenait à côté de Valentine, qu'il tenait étroitement enlacée, eut un petit sourire. « Dis-moi, tu n'aurais pas suivi une partie de ta scolarité à la maison d'éducation de la Légion d'honneur par hasard ?»« Non, j'ai eu une scolarité tout ce qu'il y a de plus banal ici à Rouen, mais ça aurait pu. Seulement ma mère n'y tenait pas. Déjà que mon père était plus souvent en mer qu'à la maison, s'il avait fallu que je sois en région parisienne toute la semaine, elle se serait retrouvée seule. Et puis, ma passion était la danse, et très vite j'ai intégré le conservatoire. » Rudy revint à la charge à ce moment-là et entreprit de nouveau la jeune femme sur ses nombreux prix de danse et sa carrière. Valentine les laissa tous les deux. Au moins, Éléonore ne risquait pas de s'ennuyer. Mélanie, qui avait désormais 13 ans, accapara aussi la jeune femme, pour les mêmes raisons que Rudy. Elle trouvait d'ailleurs qu'elle ne pouvait pas en placer une,
et le fit savoir à son tonton Rudy en allemand pour rester discrète. Éléonore éclata de rire aussitôt et se mit elle aussi à parler allemand. La jeune femme était dès lors définitivement adoptée. Le 10 juillet, la jeune madame Vasse retrouva les Hacheret ainsi que Rudy avec plaisir. Elle resta d'ailleurs avec ce dernier, Philippe et Valentine, car Frédéric était le témoin de sa nièce avec Laetitia. La mariée était splendide dans sa robe réalisée en dentelle de Calais rebrodée pour le corsage et en crêpe en vert satin de soie avec une traîne amovible. Lorsqu'elle entra dans l'hôtel de ville de Caen, très prisé pour son décor et son côté majestueux, tous les regards se tournèrent vers elle, alors que Valentine, accompagnée de sa guitare, chantait « Truly, madly, deeply ». Chris était resté muet d'admiration devant la beauté de celle qui, d'ici quelques minutes, allait devenir sa femme. Ses cheveux, ramenés en un chignon flou et tressés sur le côté, étaient ornés des mêmes fleurs que celles retrouvées dans son bouquet, et mettaient en valeur son dos que le décolleté du corsage en dentelle laissait nu. Si la mariée attirait tous les regards, les lieux avaient aussi époustouflé les Américains. L'hôtel de ville de Caen, situé dans les bâtiments monastiques de l'abbaye aux Hommes, fondé par Guillaume le Conquérant avec son esplanade, sa salle des gardes où se tenaient les réunions du conseil municipal, sa salle de mariage lambrissée et son cloître, offraient un cadre privilégié et inouï. Le décor de la salle des mariages, qui datait du XVIIIe siècle, leur sembla très impressionnant, avec ses bancs en velours rouge, ses 6 tableaux ovales qui habillaient les murs face à de grandes fenêtres, des peintures de grande envergure situées à chaque extrémité, et ces boiseries qui apportaient beaucoup de chaleur à la pièce. Les regards échangés entre les deux amoureux en disaient long sur ce qu'ils ressentaient à ce moment. Victoire avait les larmes aux yeux et Kathleen était dans le même état. Une fois que les mariés se furent dire oui, accompagnés par l'hymne à l'amour, l'assemblée se dirigea vers le cloître. La salle des mariages avait l'avantage d'avoir une entrée et une sortie distinctes, ce qui permettait au cortège des différents mariages de ne pas se croiser. Sonia, chargée des photos, avait déjà réalisé de nombreux clichés dans les fabuleux décors de la cérémonie civile. Mais le cloître, près de la majestueuse église Saint-Étienne, lui offrait un superbe écrin où la pierre de Caen reflétait la lumière de manière différente selon les heures et les saisons, et un soleil estival jouait avec les pierres en cet après-midi de juillet, aux températures agréables. Ce fut un moment d'échange aussi entre des invités qui ne se connaissaient pas tous. Éléonore était le plus souvent avec Valentine et Rudy, et les garçons d'honneur américains avaient remarqué cette superbe blonde qui ressemblait un peu à la tante de la mariée. Justin et Kathleen, eux aussi, avaient eu cette impression, et s'étaient rapprochés aussi des deux femmes. Quand Valentine la leur présenta, ils furent encore plus surpris de l'entendre parler leur langue avec un accent new-yorkais. Force fut à la jeune femme de leur expliquer qu'elle y avait vécu pendant sa carrière de danseuse. Puis la discussion dévia sur le lieu du mariage que les Américains trouvaient splendide. Ce lieu a connu plusieurs vies, leur expliqua Éléonore. Il a été une abbaye, un lycée et même un refuge en 1944. Au-delà de la beauté des lieux, c'est un lieu chargé d'histoire, important pour moi et ma famille. Kathleen et Justin, passionnés d'histoire comme Valentine, écoutaient tout aussi attentifs. Les garçons d'honneur, eux, se repaissaient surtout de la beauté de la jeune femme. Cette abbaye a été fondée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, et il est enterré dans l'église où nous allons nous rendre, poursuivit la belle blonde. « Et pourquoi ce lien est-il si important pour ta famille » demanda Valentine. « Guillaume est mon aïeul. Mon vrai nom est de Ducet. Jean de Ducet, un de mes ancêtres, est un descendant d'Adèle de Normandie, la fille de Guillaume qui avait épousé Étienne de Blois. Il était aussi un descendant du roi de France, Louis VI. » Elle se mit à rire en voyant la tête de ses interlocuteurs. « Remettez-vous, des milliers de Normands comme moi sont des descendants plus ou moins directs de Rollon et de Guillaume, tout comme 8 Français de souche sur 10 descendraient de Charlemagne, dont moi. » Depuis le cloître, les mariés et les invités rejoignirent l'église Saint-Étienne, l'église de Guillaume, merveilleuse fusion des styles roman et gothique et surtout impressionnante par sa grandeur. L'extérieur en était très sobre avec la mise en valeur de la pierre, ses fines tours et ses flèches de style gothique. L'intérieur était encore plus dépouillé. Les seuls éléments de richesse résidaient dans la chaire de bois sculpté de la nef et le marbre de son maître-autel. Les invités se sentaient tout petits,
d'autant qu'ils n'étaient qu'une soixantaine dans l'immense édifice. Ils furent accueillis par un chœur gospel mixte qui chantait a cappella « You're all I need to get by » de Tammy Terrell et Marvin Gaye. Un ami pasteur de Justin et Kathleen co-célébra la cérémonie religieuse avec le prêtre catholique. La présence des ministres des deux confessions témoignait de la reconnaissance du mariage par les deux communautés, du respect de la foi de chacun des mariés. Virginie fut submergée par l'émotion au moment de l'échange des consentements et de la bénédiction des alliances, plus encore qu'à la mairie, pendant que le chœur gospel chantait « All My Life » de Casey and Jojo. Chris avait du mal à se contenir lui aussi. Kathleen se remémorait son fils avec Amanda. Elle ne l'avait jamais vu avec son ex tel qu'il était avec celle qu'il venait de devenir sa femme. Aucun doute n'était permis, ces deux jeunes gens s'aimaient follement et elle avait pu constater qu'ils s'entendaient à merveille au quotidien. Ils étaient tous les deux sur leur petit nuage pendant la signature des registres sur When You Believe et ne voyaient rien autour à part eux. Les chanteurs de gospel les accompagnèrent lors de la sortie sur There Must Be an Angel. Il y eut une nouvelle séance de photos dans les jardins à la française de l'abbaye aux Hommes, avec les arcades du cloître en fond, avant que le cortège quitte Caen pour le château où devait avoir lieu la réception. Éléonore suivit le mouvement dans la Ford Escort de François. Elle, qui pensait faire la route seule, se retrouva avec 2 des 3 amis du marié dans sa voiture. Leur trajet était relativement court. Il le fut d'autant plus qu'elle fut bombardée de questions sur sa vie à New York. Le domaine champêtre du XVIIIe siècle, où avait lieu la réception, était entouré d'un parc bicentenaire, arboré et fleuri, pourvu d'un miroir d'eau, reflétant en cet après-midi de juillet les courbes du château. Le cadre verdoyant était vraiment romantique à souhait. Le cocktail eut lieu sur la terrasse, et Éléonore put enfin féliciter les mariés. Virginie, tout comme Chris, furent surpris par cette magnifique blonde qui, comme à beaucoup, leur fit penser à Valentine en plus jeune, très élégante, dans une robe violette qui rappelait un peu celle des demoiselles d'honneur en version plus courte. Sa silhouette de rêve et son visage de madone avaient apparemment séduit les 2 amis de Chris qui la suivaient à la trace. Sa beauté était sublimée par un maquillage discret, et les boucles d'oreilles en émeraude et diamants qu'elle portait aux oreilles faisaient ressortir ses yeux verts. Son chignon élégant, accessoirisé avec un peigne avec des émeraudes, dégageait sa nuque gracile et mettait en valeur son port de tête. Si sa grande beauté frappait tous ceux qui la croisaient, le marié fut surtout surpris par l'accent new-yorkais de la jeune femme. « François n'est pas avec vous ?» lui demanda Chris. « Il aurait aimé se joindre à moi, mais il est actuellement en mission humanitaire au Kosovo. Avec Médecins sans frontières, il s'était engagé avant notre rencontre. J'imagine que ça doit être difficile d'être séparés aussitôt votre mariage. » Éléonore sourit tristement à cette question. « Nous pouvons peut-être nous tutoyer, proposa-t-elle avant de répondre. C'est atroce, mais mon travail et les répétitions de danse pour les soirées de l'Armada m'empêchent de trop penser. Nous correspondons chaque soir par téléphone ou par message. Vous l'avez vécu tous les deux, et pendant plus longtemps que je ne le ferai. Vous savez donc de quoi je parle ? » « Il est parti pour combien de temps ?» demanda Virginie. « 6 mois. Je ne suis pas sûre de tenir longtemps avant de le rejoindre. J'y travaille pour mes vacances. »« Ne me dis pas que tu vas le rejoindre en zone de guerre » s'exclama Chris. « Je suis prête à tout pour le rejoindre. Et puis, la guerre est terminée. Le travail de MSF maintenant, c'est de continuer à soutenir les établissements de santé officiels et les dispensaires. L'année dernière, les personnes déplacées à l'intérieur du pays ont reçu plus d'aide, avec des consultations médicales par le biais de cliniques mobiles et une aide d'urgence. MSF avait dû se retirer du Kosovo en mars 1999, le début des frappes aériennes de l'OTAN, mais est revenu fin juin. Quel est le rôle de François et des médecins français là-bas, continua le jeune Américain. La jeune femme expliqua que son mari avait intégré l'une des équipes mobiles déployées pour mettre en place ou ouvrir des dispensaires dans les villes et les villages alentours de Mitrovica. Il devait donc évaluer les besoins dans ces endroits ainsi que ceux de l'hôpital de Mitrovica. Pour l'instant, seul un anesthésiste et une infirmière anesthésiste travaillaient à l'hôpital, avec les médecins serbes et bosniaques. MSF pensait que leur présence faciliterait la coopération entre l'équipe serbe et l'équipe albanaise, qui s'y efforçait malgré les difficultés. « Tu lui souhaiteras bon courage de notre part » poursuivit Chris.
Je le ferai tout à l'heure, quand je l'aurai au téléphone, promis. En attendant, profite, dit Virginie. Tu peux rester avec nous, tu sais. Il y a même de la place pour dormir, si tu veux. Merci, Virginie, c'est très gentil, mais j'ai une démonstration ce soir sur un des voiliers de l'Armada avec mon partenaire de danse. La jeune femme laissa les deux jeunes mariés finir le tour de leurs invités. Elle alla discuter avec Valentine et Frédéric un moment, puis prit congé. En parlant avec Valentine et Frédéric, mais surtout Rudy, les jeunes mariés en surent beaucoup plus sur la jeune femme. « Elle est fascinante, n'est-ce pas ?» dit Rudy. « Très belle, » constata Virginie. « Elle forme un très beau couple avec François. Et ils sont très, très amoureux, » ajouta Valentine. « Mais c'est surtout une des danseuses les plus douées de sa génération, » précisa Rudy. « Elle a été médaille d'or au concours international de ballet de Varna en 1988. Premier prix au concours international de Paris l'année suivante en jazz. Elle a côtoyé de grands artistes, comme Patrick Dupont, Delon, Tina Turner, Prince. Elle a tourné dans pas mal de clips musicaux d'Ian Access, Prince ou des Take That. Je pense que je vais aller la voir danser au Tropicana pendant l'Armada. » Si Valentine était au courant depuis longtemps, les propos de Rudy avaient stupéfié les jeunes mariés. Un des amis de Chris lui fit signe de loin. Il semblait à la recherche de quelqu'un. Le marié alla à sa rencontre. « Tu as perdu quelque chose, Scott ?»« Non, quelqu'un. Où est passée la jolie blonde qui nous a amenés ici, moi et Matt? La plus belle fille que j'ai jamais vue, d'ailleurs. »« Tu veux parler d'Éléonore ?»« Elle est partie, mon vieux. Elle était invitée au vin d'honneur et en outre, elle avait une obligation ce soir. »« Dommage, » s'exclama Scott. « De toute façon, ce n'est pas du mot pour ton serin, » affirma Chris. « Je ne vois pas pourquoi. »« Elle est mariée. » « Et avec un super beau mec, je peux te le garantir, » rétorqua le marié. « Ce sont même des jeunes mariés. Et s'il n'était pas là, c'est parce qu'il est en mission humanitaire au Kosovo. C'est un Doctor Without Border. Il te reste quelques demoiselles d'honneur qui sont jolies, elles aussi. » Scott repartit en bougonnant, ce qui fit sourire Christopher. Valentine et Frédéric, qui avaient entendu la conversation, se rapprochèrent de leur nouveau neveu. « J'avais peur que voir la femme de François puisse évoquer de mauvais souvenirs, » dit Valentine. Éléonore n'y est pour rien. François ne la connaissait même pas encore, et Julia venait de le plaquer. Et puis, je préfère retenir que c'est lui qui a poussé Virginie à me donner des explications. Tout est bien qui finit bien. Je suis mariée avec la femme que j'aime, et lui a trouvé sa perle rare, chacun la sienne. Très bonne conclusion, s'exclama Frédéric. En attendant, la noce continue. Elle se poursuivit en effet pour la plus grande joie des invités. Victoire et Valentine avaient réalisé l'exploit d'organiser ce mariage à distance. Quant à la styliste d'origine française, voir ses créations si bien portées par de très jolies jeunes femmes, elle ne pouvait qu'être satisfaite. Les photos que Sonia allait lui faire parvenir étaient de qualité professionnelle, dans de superbes cadres inhabituels aux États-Unis, et allaient être un excellent support publicitaire. Le lancer du bouquet avait eu lieu dans le parc à l'issue du vin d'honneur, avant le repas. L'heure d'ouvrir le bal arriva très vite pour Virginie et Chris, qui le firent sur The One de Robbie Williams, puis avec Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Cabrel, en version acoustique chantée par Valentine. Les invités s'amusèrent jusqu'aux premières heures de l'aube. Les Américains profitèrent de leur séjour pour visiter les plus beaux endroits de Normandie, sans oublier les plages du débarquement, puis Paris. Les jeunes mariés, eux, s'étaient envolés pour Rome pour leur voyage de noces. La dernière année du siècle avait apporté son lot d'événements de toutes sortes pour les Acherais, qui, après s'être offert une escapade amoureuse à Elafonicie en Crète au printemps, et s'être adonné au farniente sur une plage au sable rose et une eau translucide, avaient posé leurs valises à Arbatax en Sardaigne, cette fois avec les enfants. Ceux-ci avaient bien grandi et passaient la plupart de leur temps avec les copains qu'ils s'étaient faits, pendant que leurs parents profitaient des eaux turquoises de criques préservées comme la Calla Golorizze. Sur le front du sida, les choses avaient bien changé en 15 ans, et tous deux se remémoraient souvent les débuts de la lutte contre cette maladie mortelle, devenue depuis une maladie chronique, qu'on ne savait toujours pas guérir, mais qui pouvait être maîtrisée. Après le virage de 1996, très vite en France, tous les malades avaient été traités. Philippe était pour eux un des exemples, mais ils avaient aussi en mémoire tant de morts,
Tant de douleurs, de souffrances. Ils avaient vu de tout. Les hospitalisations courtes, efficaces, qui laissaient parfois un répit prolongé aux malades, celles amenant à des rechutes rapides, celles où on ne comprenait pas ce qui se passait médicalement, pourquoi cette fièvre prolongée, quelle est l'origine de cette diarrhée chronique, ce qui menait à des masses d'examens pénibles et inutiles, ou à des traitements tout aussi pénibles et qui ne marchaient pas. Cette maladie était particulièrement injuste et cruelle par son évolution capricieuse, imprévisible selon les individus. Cette cruauté et ces difficultés étaient souvent aggravées par une réalité familiale ou relationnelle complexe. Les usagers de drogue, par exemple, pouvaient être des frères et sœurs, et la maladie pouvait alors atteindre toute une famille. Les parents abasourdis voyaient alors 1, 2, 3 enfants tomber malades et parfois mourir. La maladie grave venait parfois complètement bouleverser des relations familiales compliquées, conflictuelles. Mais la dépendance, la fatigue liée à cette même maladie amenait aussi parfois à des réconciliations, la mort rendant dérisoires certains rejets pour des conduites considérées comme non conformes par les parents. Il avait fallu des années de travail pour redonner espoir aux malades avec la mise sur le marché des trithérapies. Désormais, les malades vivaient plus longtemps et jouissaient d'une vie quasi normale. Les femmes pouvaient désormais avoir des enfants sans risque de transmettre le virus. Avant la trithérapie, la France comptait 3 morts par jour du sida et était considérée comme le pays le plus touché par l'épidémie. Le second trimestre 1996, avec l'émergence de nouveaux traitements et le fruit d'une politique de prévention active, avait semblé marquer un virage avec une chute significative du nombre de nouveaux cas de sida. Mais au départ, les traitements arrivaient au compte-gouttes des laboratoires américains. Il n'y en avait donc pas pour tout le monde, et dans les services, les médecins devaient sélectionner leurs patients. La décennie 1990 avait été marquée par la mobilisation sans précédent des associations pour la lutte contre le sida, et s'était terminée en 1999 par le premier festival Solidaise organisé par l'association Solidarité Sida.